Comment les débats TV manipulent les opinions. Le 9 octobre 2007 a eu lieu l'un des plus grands scandales médiatiques en Allemagne. La présentatrice et speakerine du journal télévisé d'ARD de l'époque, Eva Ehrmann, a été expulsée en direct de l'émission ZDF par Johannes B. Kerner. Que s'était-il passé? Selon Ehrmann, rien d'autre que le fait qu'elle avait exprimé publiquement son opinion. Eva Ehrmann a dit littéralement « L'idéal pour les bébés, c'est qu'ils soient auprès de leur maman et non pas, comme le dicte le dogme politique, séparés très tôt et gardés dans des crèches par de quelconques personnes étrangères. » Cet incident est devenu l'un des symboles les plus importants de la liberté d'expression mourante en Allemagne. Après ce cas, beaucoup de gens se sont demandé ce qui est délibérément planifié à l'avance dans les débats télévisés allemands et ce qui arrive encore par hasard. Eva Ehrmann en parle dans l'article suivant. Elle permet aux spectateurs de jeter un regard dans les coulisses de la télévision et elle fournit des réponses convaincantes à des questions controversées sur les chauffeurs de salle, c'est-à-dire des personnes qui applaudissent et que le public imite, rémunérées ou non, sur les manipulations dans les coulisses, sur les centres de formation politique pour les présentateurs ou sur les plans secrets concernant des débats télévisés. Bonjour mesdames et messieurs. Il y a actuellement beaucoup de discussions sur les plans secrets concernant les débats télévisés en langue allemande, sur les chauffeurs de salle payés, sur la manipulation dans les coulisses. Les présentateurs des chaînes allemandes ADR, ZDF, RTL, LTV ou Sat.1 ont-ils subi un lavage de cerveau? Sont-ils inscrits dans des centres de formation secrets où ils sont formés conformément au système? Ces choses ou d'autres choses semblables sont discutées sans cesse sur toutes sortes de blogs et de canaux. Le public du studio a-t-il aussi été spécialement préparé, irradié d'une certaine manière? Ou pourquoi les gens applaudissent-ils dans les moments les plus improbables? Quelle est la part de vérité dans de telles spéculations? Donc, pour commencer, de manière générale, croyez-vous vraiment qu'à l'époque des fake news et de la terreur psychologique, à l'époque où la loi sur le contrôle des réseaux sociaux et d'autres interdictions de pensée sont décidées par les plus hautes instances gouvernementales, croyez-vous que les plus importantes institutions porteuses ou donneuses d'opinion, la moindre chose serait encore laissée au hasard? Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous allons faire la lumière là-dessus. J'ai moi-même présenté une émission débat pendant 10 ans et j'ai également été impliqué dans le travail éditorial pendant 10 ans. Ainsi, les processus internes et les objectifs des programmes de la télévision publique ne me sont pas vraiment étrangers. J'ai eu en plus la possibilité de faire des expériences mémorables de l'autre côté, c'est-à-dire j'ai participé en de nombreuses occasions à des tables rondes et j'ai en outre parfois donné ma propre opinion qui était quelquefois politiquement incorrecte. Alors je peux probablement vous donner des indices. De manière générale, les innombrables émissions de télévision n'ont, dans la plupart des cas, oui vraiment dans la plupart des cas, qu'un seul objectif, audimat, audimat, audimat. Pour y parvenir, il faut d'abord, si possible, faire suffisamment de bruit. Il faut de temps en temps provoquer par hasard des scandales pendant l'émission en cours. Quiconque participe au débat en tant qu'invité le sait. La plupart d'entre eux en tiennent compte, surtout s'ils sont politiciens de profession. Mais parfois, il y a aussi des gens tout à fait normaux qui espèrent que leur déclaration lors d'une telle émission pourrait apporter un changement bénéfique à leur pays. Appelons-les les penseurs non conventionnels, les alternatifs. Il ne s'agit pas forcément d'un parti politique. En règle générale, ces personnes se caractérisent par le non-respect du politiquement correct ordonné et préconçu qui est inscrit dans le traité national sur la radiodiffusion et doit donc également être observé dans les débats. D'ailleurs, grâce à la légendaire émission de ZDF avec Johannes Kerner, il y a exactement 10 ans, j'en ai appris beaucoup plus. On n'arrête jamais d'apprendre. Alors, que se passe-t-il exactement dans une émission de télévision? Différentes personnes sont invitées et il y a généralement un, parfois plusieurs présentateurs.
Aujourd'hui, dans la plupart des cas, il y a aussi dans le studio un public qui est souvent payé pour rester sur des chaises inconfortables. Pour cela, il y a des entreprises qui s'appellent agences de casting. Les critères de sélection du public dépendent du type et du contenu de l'émission. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes dans les émissions de potins de l'après-midi que le soir chez Malbrit Illner ou Anne Will. Ces personnes sont souvent transportées en autobus. On les conduit au studio et on leur donne des instructions, à savoir comment applaudir et à quel moment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Tant qu'il ne s'agit que d'escarmouches innocentes pour le divertissement, tout cela n'est pas bien grave. Néanmoins, là aussi, pour les présentateurs, il est recommandé d'être prudent pour sauver sa peau. Parce qu'il arrive même que des acteurs ou des chanteurs présentent leur propre opinion, même politique, et ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays sous l'influence d'un parti ou autre. Dans ce cas, il est important de nettoyer rapidement les choses. De distraire avec une petite blague ou d'introduire sans retard dans la conversation d'autres participants peu méfiants avec des questions inoffensives. Mais lorsqu'il s'agit d'émissions traitant principalement de sujets tels que la politique, les finances, l'économie, les affaires sociales et les affaires familiales, les choses se présentent tout à fait différemment. En période d'élection au Landtag ou même d'élection au Bundestag, ça devient vraiment sérieux. Bien sûr, il y a généralement un objectif souhaité de la part de la rédaction en chef que le présentateur doit connaître exactement et qui aujourd'hui, ce n'est plus une surprise, devrait souvent coïncider avec la politique du gouvernement. Par exemple, en ce qui concerne la politique dite des réfugiés, il va de soi qu'à la fin de l'émission, il ne faut pas que tous les invités soient d'accord sur le fait que des millions de migrants nuisent à notre culture occidentale et que nous ne pouvons plus vivre en sécurité comme avant, ou que l'Allemagne est en train d'être islamisée, ou quelque chose de ce genre. Cela ne serait évidemment pas conforme à la politique du gouvernement d'immigration inconditionnelle. À la fin de l'émission, tous les invités ne devraient pas dire à l'unisson, par exemple, que l'introduction de l'euro a été une erreur, que la chancelière Merkel doit partir. C'est exactement le contraire qui doit se passer. Il faut convenir qu'à part quelques petits problèmes, tout va bien dans le pays. Et que nous n'avons jamais eu une aussi belle vie qu'aujourd'hui, et que nous arrivons à tout faire, bien sûr. Peut-être qu'il n'y aura donc qu'un seul invité dans la ronde qui sera d'un avis différent. Notre penseur non conventionnel du groupe. Celui qui a le droit d'exprimer ses pensées critiques sur le gouvernement dans un débat télévisé, mais seulement dans une certaine mesure, bien sûr. Il ne doit pas trop parler, pas trop souvent et certainement pas trop longtemps. Et il y a un bon moyen d'éviter cela. On l'interrompt au milieu d'une phrase et ce de façon récurrente. Il va sans dire que le présentateur ne peut pas toujours le faire seul. Ainsi, lors de la sélection des autres invités, on accorde une attention particulière à ceux qui seront choisis. Par conviction profonde, ces gens donneront alors tout ce qu'on attend d'eux. Ils se révèlent être des agents d'exécution reconnaissants. Après tout, ils veulent être invités de nouveau pour d'autres débats télévisés. Pas besoin de faire un arrangement avec eux, ils font d'eux-mêmes ce qu'on attend d'eux. Quiconque travaille de manière fiable sera toujours là. Leurs visages nous sont bien connus en Allemagne. Pendant la journée, souvent au Parlement, le soir, très souvent dans le studio. Maintenant, bien sûr, c'est également un fait que le présentateur ou la présentatrice est généralement informé à l'avance par les rédacteurs en chef lors des réunions dites éditoriales, et ce, à propos de ce qui doit sortir à la fin. Parfois, il s'agit aussi, collectivement, de faire plonger le penseur non conventionnel et de le descendre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer.
Il est même arrivé que la majorité politiquement correcte des invités du débat télévisé soit explicitement informée à l'avance pour que l'objectif éditorial souhaité puisse être atteint. Mais pas le penseur non conventionnel. Une sorte d'indignation permanente caractérise les invités du débat télévisé, qui peut aller jusqu'à l'augmentation de la fréquence cardiaque simulée. Le penseur non conventionnel isolé peut dire ce qu'il veut. À la fin, même si c'est juste et raisonnable, il sera inévitablement et impitoyablement massacré. Soit dit en passant, il y a des termes déclencheurs qui ne devraient jamais, vraiment jamais, jamais être utilisés dans un débat télévisé public. Par exemple, mise au pas ou mère ou autoroute. Autoroute. Autoroute ne marche pas du tout. Bien sûr, le téléspectateur à la maison remarque que quelque chose ne va pas. Secouant la tête, il se demande ce que c'est que ce cirque et se met en colère parce que les téléspectateurs ne sont pas du tout aussi stupides que les rédacteurs et les présentateurs le pensent. Mais la populace du studio ne remarque pas qu'il y a des problèmes. La plupart d'entre eux ont tout oublié dans leur état d'ivresse. Ils s'avèrent être de parfaits agents d'exécution. Maintenant, vous devez également savoir que les différents acteurs ont une oreillette pendant un débat télévisé et sont connectés à la rédaction. La rédaction, c'est-à-dire les rédacteurs qui sont assis dans la direction, juste derrière le mur du studio. Ils surveillent méticuleusement le processus pour intervenir naturellement si quelque chose ne fonctionne pas comme ils le souhaitent. D'une part, le présentateur a généralement une oreillette. Si du point de vue de la rédaction, il pose les mauvaises questions, les bonnes questions lui sont chuchotées d'une manière amicale et empathique. On lui rappelle aussi rapidement s'il a oublié de poser des questions importantes ou s'il a peut-être envie de les oublier. Alors ça, c'est vraiment pas possible. Soudain, les opinions personnelles du soi-disant invité ne sont pas souhaitées. Cependant, si les rédacteurs eux-mêmes planifient une nouvelle stratégie pendant l'émission en cours et renversent l'ancienne, on parle bien sûr au présentateur à travers l'oreillette, sans même que le téléspectateur n'en ait le moindre soupçon. Il ne devrait d'ailleurs pas avoir de soupçon. Parfois néanmoins, vous pouvez le voir à l'écran, lorsque le présentateur hoche la tête alors qu'il n'a pas de raison de hocher la tête. C'est que la connexion invisible est établie. Cependant, ça devient un problème si la stratégie est changée pendant l'émission et que les invités du débat télévisé qui ont été invités à un processus prédéterminé n'en remarquent rien parce qu'ils n'entendent pas ce qui arrive à l'oreillette du présentateur. Prenons le cas fictif, c'est-à-dire un schéma de pensée. Un invité penseur non conventionnel ne doit pas seulement être massacré lors du débat télévisé, mais aussi jeté hors du studio. C'est un vrai scandale. Il est planifié à l'avance, notre schéma de pensée. Tous les invités du débat télévisé sont au courant de cela. Le présentateur bien sûr aussi, la rédaction aussi, le directeur aussi, le régisseur aussi. Seul le penseur non conventionnel ne soupçonne rien. Pendant l'émission en direct, les rédacteurs en chef, derrière le mur, se rendent compte à un moment qu'il faut continuer à massacrer le penseur non conventionnel, mais sans le jeter dehors. Parce qu'on ne pourrait pas expliquer cela au spectateur qui n'est pas si stupide après tout, et parce que le penseur non conventionnel exprime en fait des points de vue assez sains. Cependant, les invités de l'émission insistent maintenant pour qu'il soit expulsé. Ils continuent à harceler le présentateur qui ne peut pas leur dire que la stratégie vient juste à nouveau d'être modifiée. Ils peuvent même dire des choses étranges aux présentateurs pendant l'émission, comme par exemple « Quand est-ce qu'on va faire ce qu'on avait décidé ?» Heureusement, ça n'est jamais arrivé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Revenons à la question de départ. Comment se fait-il que le public du studio commence à applaudir aux moments les plus impossibles, parfois bêtement?
À cause de la personne qui déclenche les applaudissements, on l'appelle aussi le chauffeur de salle. Il est responsable de l'ambiance dans tout le studio. De nos jours, la plupart des chauffeurs de salle ont aussi l'oreillette. C'est le rédacteur derrière le mur de carton qui communique avec eux pendant l'émission. C'est important, bien qu'un peu unilatéral, parce que le chauffeur de salle ne peut pas répondre, tout comme le présentateur ne peut rien dire sur les instructions pendant l'émission. Il doit faire ce qu'on lui dit, sinon il aura un problème après l'émission. Mais le chauffeur de salle, qui avant chaque émission s'entraîne à applaudir avec le public, est presque aussi important que le présentateur. Dès qu'il frappe des mains, c'est comme ça que ça se fait. Le public, parfois payé, commence à applaudir. Ainsi, si un invité de débat télé exprime quelque chose qui n'a pas de sens, mais qui se rapproche de l'objectif éditorial du programme, le public sera de bonne humeur. Le rédacteur chuchote au chauffeur de salle en quelques secondes, applaudissements, et c'est là que ça commence. Heureusement, la personne qui déclenche les applaudissements s'était aussi entraînée avant avec le public à taper des pieds ou à crier s'ils entendaient des paroles particulièrement agréables. Il réagit rapidement et le public le sait et il le suit. N'est-ce pas fantastique? Un système génial. Quand on est assis sur la bonne chaise, bien sûr. Mais c'est stupide quand le public du studio commence à penser par lui-même, alors on applaudit aussi à des moments qui ne sont pas dirigés par le chauffeur de salle. De cette façon, des situations parfois vraiment paradoxales surgissent et la tromperie devient rapidement visible dès que les téléspectateurs, c'est-à-dire vous à la maison, vous observez de plus près et vous réfléchissez un peu. Eh bien, c'est comme ça que ça marche dans les émissions, un monde vraiment très particulier. Vraiment éblouissant, fort et coloré. Oh oui, il y avait encore la question de savoir si les présentateurs avaient subi un lavage de cerveau ou s'ils devaient suivre une formation secrète régulière. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Non, je ne voudrais pas du tout dire cela. En fait, c'est bien pire. Aucune chaîne qui emploie des présentateurs très bien payés n'a besoin d'un plan secret aujourd'hui, parce que ces gens fonctionnent de leur propre chef. Tout fonctionne automatiquement pour le système. Les esprits de la plupart des présentateurs, des journalistes, des correspondants ou autres sont aujourd'hui politiquement corrects, fortement développés de telle sorte qu'ils croient tout ce que le système leur donne et ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Il s'agit par exemple des histoires du méchant russe, du dangereux Assad, de la politique géniale de Madame Merkel en matière de réfugiés, de George Bush sur les attentats du 11 septembre. Ils ont intériorisé tout cela de telle sorte qu'ils y croient fermement eux-mêmes. Honnêtement, ils pensent que tout est vrai et juste, et c'est bien sûr l'exigence de base pour ces emplois bien payés. Ces gens qui ont le micro dans leurs mains pour traîner dans la boue devant les caméras des gens qui ne pensent pas de la même façon, pour les massacrer devant le public, ils n'ont pas besoin d'un plan secret. Ils sont le plan secret. Si vous voulez utiliser ce vocabulaire, et très peu de gens le connaissent. Terriblement triste, en fait, n'est-ce pas? Constamment disposés à l'indignation, ces gens connaissent tous les déclencheurs qui doivent tomber dans une émission de télévision pour clouer au mur l'autre personne politiquement correcte. J'avais déjà mentionné quelques termes déclencheurs, mer ou autoroute ou histoire allemande. Histoire allemande, impossible, impossible. Les présentateurs, les journalistes s'y tiennent. Après tout, ils veulent s'asseoir devant l'auge et manger. Qui mordrait la main qui le nourrit? D'ailleurs, personne n'est obligé de faire ce qu'on attend de lui, parce que chaque employé de ce système a la liberté de prendre la porte de sortie à tout moment, quand il ne peut plus dormir la nuit, ou quand se regarder dans le miroir le matin devient un calvaire. Tous ces gens glamour et entraînés travaillent seuls, sans plan secret.
J'ai personnellement eu affaire à un grand nombre d'entre eux, certains d'entre eux que je rencontre encore aujourd'hui par hasard. Presque tous présentent leur show politiquement correct avec une expression significative, tout à fait volontiers aussi en privé. On peut difficilement avoir avec eux des conversations critiques qui peuvent stimuler leur esprit de l'intérieur. Ils se ferment, ils construisent des murs. Ils se sont habitués à tout cela depuis longtemps, car c'est ça qui assure leur pain quotidien et celui de leur famille. Toute autre chose serait beaucoup trop dangereuse, surtout par les temps qui courent. Bien, amusez-vous bien au prochain débat télévisé. Voyons combien de temps ça va durer. Bonne journée. YouTube ferme le robinet des chaînes alternatives et des acteurs de dévoilement les plus importants de notre temps. Voici quelques exemples représentatifs d'innombrables blocages de comptes sur YouTube. Oliver Yannick, vidéo sur l'explosion de la violence des migrants, censurée. YouTube a censuré ma dernière vidéo, ce qui veut dire qu'elle est bloquée. Le compteur est éteint. Werner Altnickel, Clean Sky, canal YouTube complet supprimé. Je suis avec Werner Altnickel et ta chaîne YouTube vient d'être supprimée. J'ai déjà appris que certaines vidéos YouTube individuelles sont bloquées en Allemagne. Eh bien moi, je m'en sors encore relativement bien. Mais chez toi, tout le canal a soudainement disparu. Comment ça se fait? Culture Studio 1, chaîne YouTube complète supprimée. Nous venons justement d'être bannis de YouTube. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu d'explication. Nous n'avons même pas reçu d'email. Nuoviso, fonction permettant de faire de la publicité bloquée pour le canal YouTube. Nous avons reçu un courrier de YouTube. Il y est écrit « Pas de publicité positive ». Donc ta vidéo ne peut pas être monétisée. YouTube l'a effectivement fait et a fermé tout le canal de notre chaîne de télévision Nuoviso. D'autres témoignages de téléspectateurs confirment la suppression de divers canaux critiques du système, tels que Alternative Info, Der Dritte Blinkwinkel, German Dude, etc., etc. On ne dispose malheureusement pas de la liberté d'expression dans ce pays. Saviez-vous que près des 2/3 des 1000 meilleures vidéos sur YouTube sont bloquées en Allemagne? Saviez-vous que YouTube peut dissimuler au grand public des sujets critiques du système sans censurer directement la vidéo? Par exemple, par une mauvaise position délibérée sur la page YouTube, dans les résultats de recherche et les recommandations vidéo. Saviez-vous que selon vos propres déclarations, YouTube peut temporairement ralentir ou geler le nombre de vues en dessous de la vidéo et même ignorer complètement l'accès à des vidéos prétendues de basse qualité? Qu'est-ce que YouTube qualifie de vidéos de basse qualité? Le nombre de visionnages de vidéos sur les canaux qui critiquent le système est-il correct ou les chiffres sont-ils délibérément manipulés pour cataloguer comme impopulaires les opinions alternatives et le journalisme d'investigation? En 2014, la chaîne YouTube de ClaTV a également été bloquée pendant 2 semaines et elle est de nouveau en danger. Fin avril 2018, c'est de nouveau arrivé. Nous avons reçu un avertissement de YouTube au sujet d'entorse aux directives portant sur le harcèlement et l'intimidation. Une vidéo capitale a été bloquée sans plus attendre. Nous sommes menacés d'exclusion totale de YouTube s'il y a d'autres entorses à l'avenir. Les taux se resserrent. Ces jours-ci, les abonnés de YouTube rapportent que, malgré leur abonnement, ils n'ont plus reçu de notification automatique de YouTube lorsque nous avons publié une nouvelle vidéo. ClaTV est de retour dans le feu croisé de la censure sur Internet. Alors, ne nous suivez pas seulement sur YouTube. Visitez régulièrement le site original www.cla.tv et abonnez-vous à notre newsletter sous www.cla.tv/news. Restez en contact avec nous, même en temps de crise. Tant que c'est encore possible, nous resterons votre numéro 1 en matière de reportage non censuré. www.cla.tv. Les autres nouvelles. Libre, indépendante, non censurée. Nul n'est plus désespérément esclave que celui qui croit faussement être libre. À la lumière de cette citation de Johann Wolfgang von Goethe, nous allons aujourd'hui observer le contrôle de l'opinion de Google.
Afin de protéger contre les commentaires haineux, Perspective, un nouveau programme de Google, va vérifier des commentaires et des contributions sur Internet par rapport à leur toxicité. Ce qui n'est pas politiquement correct est classé comme commentaire haineux et supprimé grâce à l'intelligence artificielle. Derrière ce projet se trouve Jared Cohen, fondateur et président de la fabrique de pensée Jigsaw et fondateur et ancien directeur de Google Ideas. Aujourd'hui, Cohen tient une place clé au Council on Foreign Relations, en abrégé CFR, une des fabriques de pensée américaines privées les plus influentes du monde. Les fabriques de pensée sont des instituts qui influencent la formation de l'opinion publique selon des intérêts politiques. Ce qui devrait protéger les utilisateurs d'Internet des commentaires haineux s'avère être un contrôle de l'opinion sous le prétexte de la sécurité. Ce rapport montre de nouveau les ficelles qui sont tirées à l'arrière-plan et qui au final doivent servir de nœud coulant autour de notre cou. Chacun peut choisir s'il veut faire partie de ce problème ou s'il veut faire partie de la solution. Celui qui attend qu'un autre fasse quelque chose fait partie du problème. Celui qui, au contraire, commence lui-même à agir, ne serait-ce qu'en diffusant cette émission, par exemple, fait partie de la solution. La liberté d'opinion devient de plus en plus dangereuse. Le biologiste de l'évolution Ulrich Kutschera de l'université de Kassel s'est clairement prononcé contre le droit d'adoption pour les couples homosexuels lors d'une récente interview pour 4.net. Les réactions des politiciens comme Boris Rhein du CDU n'ont pas tardé et ils exigent ouvertement que l'employeur de Kutschera prenne des sanctions contre lui. En peu de temps, plusieurs stations de radio comme le Südwestdeutsche Rundfunk ont réagi l'une après l'autre en lançant la question. Peut-on encore accepter aujourd'hui, dans une université moderne, un professeur qui fait publiquement de telles déclarations? Ainsi, en filigrane, la perte d'emploi semble déjà acquise, mais ce qui est sûr, c'est que la réputation sociale est ruinée. Quiconque contredit le diktat du mainstream doit s'attendre à de graves conséquences personnelles.